Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 5, épisode 5, top 100, 50, 60, 50, 60... Entre 60 et 51, le top 100 se continue. Salut JF, ça va bien? Hello Simon, ça va bien toi? Pas pire, pas pire, pas pire. On continue cette grosse journée de une journée. Une journée complète à enregistrer 10 épisodes. Saison. Une saison. Bam! Une journée. Donc ça fait quand même un petit bout qu'on est là, ça fait presque 7 heures malgré le fait qu'on est seulement au 5e épisode. Mais pour l'instant, le moral est bon. Je pense qu'on on se prépare à souper après cet épisode-là. Et de toute façon, on arrive dans des gros jeux. Là, on est presque dans le top 50. Hein? Donc on arrive dans la crème de la crème. Ça va être de plus en plus intéressant. On va continuer à shooter des jeux frénétiquement. Ben oui, absolument. C'est pas fini cette journée. Et avant toute chose, on va vous rappeler que c'est là, que ça arrive, que c'est maintenant. C'est là, le proto de l'année. Donc, fin des inscriptions dans 2 jours, si vous écoutez cet épisode à la date de sortie. Donc, faites vite. Il reste encore des places, j'imagine. En tout cas, c'est illimité. Fait que ça doit. Ouais, j'espère que vous êtes déjà inscrits, sinon c'est le moment ou jamais. Si vous pensez que vous allez avoir une journée ou deux de retard, là, écrivez au proto de l'année et peut-être qu'il y aura arrangement possible. Non, sûrement pas. Mais bon, parfait. C'est ça. Sinon, innovation de jeux, on veut voir ça dans le proto de l'année. J'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi les jeux qui vont être là. Vraiment, je pense que dans la prochaine saison de Balado Ludique, le concours ne sera pas terminé et on aura la chance de passer en revue, en fait, certains jeux qui sont passés dans la compétition. J'ai bien hâte là, de les découvrir, ces jeux-là. Bien entendu, moi non plus, je ne suis pas sur le jury, mais je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt. En fait, j'ai bien hâte de voir quel genre de proto on va recevoir. Et ça ressemble à quoi en ce moment, ce qui se fait au Québec en matière de jeux de société? Oui, on a bien hâte de voir ça et de parler aux auteurs puis de voir quel genre de jeux ils vont nous sortir. On a vraiment hâte de voir ces nouveaux jeux-là. Donc, j'espère que vous allez être là aussi parce qu'il va y avoir la journée du salon. Il va y avoir, ces protos-là vont être présentés. Mais ça, on va vous en parler en plus en détail éventuellement. Oui, exact. Et sans plus attendre, parce que là, on flétrit à vue d'œil, en fait. On a bientôt besoin de manger et tout ça. On va y aller avec le top 60 à 51 de notre top 100. On se rappelle, là, c'est une grosse démarche de faire un top 100. Ça demande beaucoup de choses. Est-ce que, JF, avant qu'on entame ça, dans le 60-51, est-ce qu'il y a si on peut, une genre de thématique dans tes jeux? Est-ce que tu sens qu'il y a un mot, un filon, quelque chose qui les relie entre eux dans cette dizaine-là? Plus difficile à déterminer pour cette dizaine-là, peut-être une arrivée en force de jeux de dés. Ah, de jeux de dés, OK. Très cool, très cool. De mon côté, on va avoir quand même, il y a quand même beaucoup le mot party qui va revenir, ambiance, léger. On est là-dedans, mais avec, encore une fois, qui apparaît des jeux euros. J'avouerais qu'il n'y en a pas eu tant que ça dans ma liste jusqu'à maintenant, mais tu sais, des bons euros purs, là, avec des cubes, des jeux secs, des jeux, des beaux jeux euros. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Mm-hmm. Sans plus attendre, on va commencer avec le numéro 60. Et comme à l'habitude, on va aussi dire quel est le 60e jeu sur BGG. Donc, au classement, le 60e jeu en ce moment sur BGG, choix très intéressant, c'est The Gallerist. Donc, de Vital Lacerda. Encore, on a parlé un peu de cet auteur précédemment. The Gallerist, gros jeu de gestion, justement, de galerie d'art. Jeu magnifique. Hein? C'est un jeu qui est reconnu pour son visuel. En fait, des pions surdimensionnés, mais extrêmement élégants, extrêmement modernes. Avec des tout petits meeples, des belles tuiles épaisses. The Gallery, c'est un jeu que j'ai pas joué souvent, puis j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qui pourrait très bien être dans mon top 100 si j'arrivais à mettre la main dessus là, et à jouer quelques parties d'affilée. Ouais, ben écoute, je pense que c'est un jeu. En tout cas, moi, j'ai juste joué une fois avec toi d'ailleurs. Et c'était solide. Hein? C'était vraiment solide. Puis ça fait partie, il était dans ma liste.
Mais Ouais, il a je pouvais été pas le enlevé. mettre. Je pouvais pas le mettre. J'ai juste fait une partie, ça fait quelques années. Tu as été honnête avec toi-même. Tu sais, il y en a que. C'est juste que celui-là, il aurait fallu que j'y joue plus d'une fois pour vraiment le mettre dans le top. Mais il est tellement beau en plus. Oui, 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 Tellement il est original au niveau agréable. de la mécanique, d'aller chercher des promoteurs d'artistes, investir en eux. Vraiment cool comme idée. Ouais. Très beau comme jeu. Mais il va falloir y jouer plus, en effet. De mon côté, en 60e position, et là, on est quand même assez loin là, de Gallerist. On parle ici de Joking Hazard 2016. OK. Joking Hazard, là, qui est un jeu on va dire à la Cards Against Humanity, là, un jeu d'assemblage et de vote par les autres joueurs. Là. Le joueur maître, en fait, qui va voter pour la combinaison qu'il aime le mieux. Et à la différence de ces jeux-là, en fait, là, cette fois-ci, on va créer une BD, une bande dessinée, avec les personnages de Cyanide and Happiness, là, qui est un webcomic assez populaire, dans le fond. Mais là, à partir de là, on va créer des petites histoires de 3, comme dans le journal, de 4, excusez, de 3 ou 4, en fait, je ne me rappelle plus, mais comme dans les journaux, là, les petites BD dans les journaux. Donc, on va créer une série comme ça et les joueurs vont venir compléter la série avec la dernière image. Bien entendu, toujours dans le but de créer un effet comique. Hein. Ça, c'est des jeux pour rire, des jeux où il n'y a pas tant de points et tout ça. Mais je trouve que celui-là est juste vraiment intéressant parce qu'il vient le faire avec une BD, avec des images. Très cool. J'adore ce jeu-là, en fait. Ouais, ben c'est sûr que la dimension de rajouter l'image en plus d'un jeu de mots où on complète des phrases rajoute beaucoup au jeu. C'est sûr que je te dirais qu'il n'existe pas en français, à ma connaissance. C'est un peu dommage. Malheureusement, effectivement. Parce que il y a quand même le potentiel de bien marcher. C'est un jeu dans la gamme de Lusty Joe, Cardigan Humanity, comme tu l'as bien dit. Donc, mais c'est ça. Vu qu'il n'est pas en français, moi, j'ai pas joué assez souvent pour pouvoir le mettre là. Mais je comprends qu'il est là. Il est un des jeux assez rigolos. Ouais, et peut-être juste une mini parenthèse là-dessus. Il y a un nouveau jeu du même groupe, là, issu de la même BD qui va sortir en fait, qui est probablement sorti. En fait, le Kickstarter est terminé parce qu'au moment où on enregistre ça, le Kickstarter est en cours. C'est le jeu Trial by Trolley. Et c'est en fait un peu, encore une fois, un jeu comme ça de choix, de vote de quelqu'un. Et ce qu'on va créer, c'est qu'on va créer 2 pistes avec des gens et le maître du jeu va devoir décider en fait sur quel track le train va et dans le fond, qui tue sur la track. Fait que ça peut être, mettons, sur une track, on a 2 vieillards qui s'aiment et un tueur en série. Et sur l'autre track, on a un petit enfant qui mange de la crème glacée et un extraterrestre qui contient un virus qui va détruire 50% de la population de la planète. Okay. Et donc, on va décider, en fait, le joueur va décider sur qui il tue. Ouais. Donc, c'est purement ça, le jeu, et c'est séparé en équipe. En tout cas, ça a l'air vraiment cool aussi là, pour ce genre de jeu-là. Là. Un peu... ça a l'air nouveau et différent des jeux de party. Ouais, puis ça reprend le concept un peu de ça ou ça, mais Ouais. amené sur une twist vraiment précise. Okay. Donc, je voulais juste ramener ça vu que c'est dans le même esprit. Très cool. De mon côté, le numéro 60 fait son entrée en grande pompe. Et c'est le jeu de dés de course Formula D. Bouya! Formula D! Formula D, écoute, jeu... Je sais que tu vas en parler plus tard, forcément. Je suis pas nécessairement du genre à avoir joué avec plein de modes différents, tout. Bon, jeu de base ou jeu de base avancé avec les règles avancées, si on veut, principalement. Mais dans les jeux de course, faut pas s'attendre à un jeu où il y a beaucoup de stratégie, mais il faut s'attendre à un jeu où il y a beaucoup d'excitation. Oui, exactement. Un jeu qui fait élever le niveau de décibels. Oui, exactement. Donc, je trouve que c'est une belle simulation du jeu. J'aime beaucoup ce jeu-là. Après ça, j'y joue en sachant que c'est pas un jeu stratégique, que j'aurais pas nécessairement le contrôle, que je pourrais avoir une très bonne course comme une très mauvaise et je pourrais pas faire grand-chose contre ça, mais ça reste que c'est toujours le fun de faire la course malgré tout, l'interaction avec les autres joueurs, les roulements pour voir si on s'accroche, tout ça. Donc, c'est vraiment excitant. Il y a plein de maps différentes en plus. Oui, ça, c'est cool. Mais le système de dés est quand même unique aussi là, en son le genre. Système, le simuler le changement de vitesse en changeant de dés, c'est vraiment le fun. Très simple, ça marche, marche bien, mais tu restes un peu pris avec les mêmes problématiques.
mais qu'un jeu de dés, c'est-à-dire les valeurs, ils sont assez élevées entre la plus faible et la plus grande, mais c'est des valeurs custom, là, donc c'est pas 1 à 6 nécessairement. Le dé, je me rappelle plus des valeurs, mais je pense que le D6, ça doit être 1 à 4, la valeur. Ouais, exact. Ou 2 à 4, 2 à 4. Donc, au moins, c'est des valeurs là, ajustées là, à ta vitesse. Donc, si tu vas en sixième vitesse, tu roules le dé, je sais pas combien. Ouais, 30, de 21 à 30, en fait. Mais c'est un dé avec 30 faces, mais c'est de 21 à 30. Le dé que tout le monde veut rouler à chaque fois, mais c'est rare parce que c'est rare qu'il y ait des pistes qui te permettent d'aller en sixième vitesse. Sinon, tu te crashes dans le mur. Donc, c'est toute cette excitation-là. Puis les gens qui s'emportent à dire non, fuck off, je baisse pas de vitesse, puis j'essaye quand même de passer le roulement. Puis c'est toute cette excitation-là qui fait que c'est une belle expérience quand même de jeu de course, puis qui fait mon top aujourd'hui. Donc, Formula D. Oui, c'est ça, on aura la chance d'en reparler de toute façon. Numéro 59, le 59e meilleur jeu sur BGG. Il s'agit du jeu Eldritch Horror de Fantasy Flight, qui est en fait une réimplémentation là, du classique Arkham Horror. Pratiquement le même jeu, mais remis à jour avec des nouvelles cartes, quelques améliorations au niveau des règles, quelques simplifications. Mais gros jeu coop très thématique, là, où on va se promener puis on va vivre des encounters dans la ville. On est des agents qui se battent contre... c'est l'univers Lovecraft, là, très bien représenté. Oui, absolument. Je n'ai pas essayé cette version. Je joue à d'autres jeux de Arkham qu'on reparlera sûrement. Mais forcément, le Arkham Horror, c'est pas un jeu qu'on a joué beaucoup. Assez massif. Je pense pas que c'est le genre d'expérience que je vais refaire. Donc, s'il y en a un que j'essaierais bien, ça serait Eldritch, absolument. Cool. De mon côté, en fait, comme je vous dis, c'est bizarre parce qu'on arrive dans des gros jeux lourds du niveau du côté de BGG, mais de mon côté, on est encore dans la thématique là, très léger et party. Numéro 59, A Fake Artist Goes to New York. Bien entendu, un petit on-game là, de dessin, de traître, de bluff. Donc, c'est très cool comme jeu, très simple en fait. Hein, c'est une toute petite boîte et le concept, magnifique. En fait, vous pouvez jouer sans même avoir le jeu si vous voulez. L'idéal, par contre, c'est d'avoir des crayons de couleurs différentes pour chaque joueur. Okay? Donc, un joueur va être le maître mot et l'autre va être le traître et tous les autres sont des agents normaux. Le maître mot va écrire un mot sur des papiers, va les distribuer à tout le monde, sauf le traître qui va juste avoir un X. Fait que le traître, il ne sait pas c'est quoi le mot. Et là, les joueurs, à tour de rôle, vont faire un trait sur un dessin commun en essayant de dessiner qu'est-ce qui est sur le dessin, en fait. Et on doit identifier le traître en fonction des traits qu'il va faire. Parce que si, mettons, c'est écrit « dessiner un oiseau », mais là, tu ne veux pas vraiment dessiner un oiseau très clair parce que sinon, le traître, la twist dans le jeu comme dans toutes les on-games, c'est que tu auras beau trouver le traître, ça ne change rien. Si le traître trouve le mot à la fin de la partie, c'est lui qui gagne. Donc, si le mot, c'est un oiseau, puis tout le monde dessine un full bel oiseau, vraiment facile à comprendre, même si vous savez c'est qui le traître, on ne peut pas faire ça. Donc, ça fait des dessins très, très abstraits d'une idée, souvent assez simple. Donc, un chat, un avion, un costume, n'importe quoi. Vraiment, là, pour ce genre de jeu-là, très, très excitant. Je ne l'ai pas essayé. Ça me fait penser à un concept d'un autre jeu. Dream, tu te rappelles de ça? Où il fallait faire des constellations. Oui, exactement. Il y avait un trait parmi nous, il ne fallait pas trop qu'il retrouve la carte. Donc, ça me fait penser un peu à ça. Mais avec des dessins. Un peu mieux adapté pour ce type de jeu, je pense. On s'entend que Dream, c'était terrible. C'était pas si pire. C'était pas si pire, mais... le format était peut-être moins adapté parce que ça reste un bon jeu de party, puis là, ça se voulait plus un jeu de plateau avec plein de règles et tout ça. T'sais. Ouais. OK. Nope. Mais ouais, ça a l'air bien cool. Et pour moi, numéro 59, un autre jeu de dés. La suite d'un grand classique, la suite donc de King of Tokyo. Et c'est bien sûr King of New York. King of New York, qui est un peu le même principe. On a des gros monstres, on attaque la ville. La grosse différence ici, c'est qu'il va y avoir plusieurs quartiers à New York qu'on va pouvoir contrôler.
Et il y a toujours l'espèce de point central. Donc, ça reste un peu le même concept. Là, c'est un contre tous ou deux contre tous. Là, donc, il peut y avoir deux personnes à Tokyo ou à Manhattan, là, comme dans Tokyo. Donc, moi, c'est un jeu... King of Tokyo, j'y joue beaucoup. Forcément, à la longue, on stanne un petit peu. Je pense que c'est un classique des peut-être 5 dernières années qui commence à être désuet. Pour moi, King of Tokyo vient de remplacer dans la mesure où il est un petit peu plus stratégique, un peu plus gamer. Il y a un peu plus de substance dans le jeu à cause de tous ces bâtiments qui se retrouvent là et les bonus qu'on peut aller chercher en attaquant pas juste les autres créatures, mais aussi la ville directement. Mais plus tu attaques la ville, plus l'armée se présente et donc plus tu as des chances de te faire tirer dessus, pas juste par les autres, mais aussi par la ville qui réagit. Donc, je trouve que c'est une belle suite. C'est un des jeux là, de dés que j'aime beaucoup à cause de ça. Donc, c'est King of Tokyo. Très bon choix. Très bon choix. New York, c'est ça. J'ai jamais joué à New York, d'ailleurs. Fait que je suis curieux de voir si ça valait vraiment la peine. Est-ce que c'est vraiment juste comme une meilleure version ou c'est un jeu qui est différent? Je considère que c'est une version un peu plus gamer. C'est-à-dire qu'un premier jeu... le Tokyo peut faire la job quand c'est la première fois que tu joues, mais plus tu joues, plus tu trouves que c'est un peu répétitif, le Tokyo, forcément. Donc, New York, je trouve qu'il rajoute une belle profondeur et qu'il donne de la rejouabilité de plus. Parfait. Maintenant, le numéro 58 sur BGG est un... c'est fou parce que c'est un jeu qui est sorti en 1995 et qui est pratiquement encore dans le top 50, qui est le jeu El Grande. Considéré par plusieurs là, comme l'ancêtre des... pas l'ancêtre, mais en fait le précurseur des jeux de majorité, mais même par plusieurs est considéré encore comme le meilleur jeu de majorité. C'est un jeu auquel j'ai joué qu'une seule fois il y a assez longtemps, donc c'est difficile vraiment de me prononcer. Je me rappelle, j'avais été impressionné par le concept de majorité, effectivement, mais c'est un peu flou dans ma tête, là. Ouais, c'est un des grands classiques de Wolfgang Kramer, entre autres, là, qui a fait beaucoup d'autres grands chefs-d'œuvre par la suite. Moi non plus, je n'ai pas joué assez pour vraiment pouvoir le mettre dans ce top, mais c'est le genre de classique que si tu as joué assez, c'est sûr qu'il se retrouve dans ton top, là, dans le sens que c'est tellement un jeu emblématique qu'il y a des bonnes chances qu'il se retrouve là. Mais bon, éventuellement, peut-être, il va apparaître dans ma liste, mais pour l'instant, moi non plus. Mais reste aussi une chose, justement, si on commence à parler des listes et tout ça, on se rappelle que nos listes, ils ont des thématiques, ils ont des séquences, ils ont des moments, en fait, dans le top 100, il y a des variations. Mais après ça, il y a des jeux aussi, il y a des types de jeux qui se retrouvent pratiquement pas dans nos listes. Ouais. Et tu sais, moi, je regarde les jeux de majorité, il n'y en a pas beaucoup dans ma liste. Hein, et ceux qui sont dedans, c'est des exceptions vraiment rares. Donc, je sais même pas. Parce que si, là, on s'entend, là, si tu n'as pas joué là, à El Grande beaucoup, là, probablement que tu n'es pas tant un fan de jeux de majorité. T'sais. Je sais pas. Là, après ça dépend de l'occasion d'y jouer et tout ça. Là, je pense pas. J'ai pas eu beaucoup d'occasion de jouer. J'ai pas personne dans mon entourage qui a le jeu. Donc, ça aide pas non plus. T'sais. Si toi ou moi, on avait le jeu, on l'aurait sûrement sorti. Mais c'est pour ça qu'il y a l'aspect de... Je disais au début, dans notre top 100, moi, dans mon top 100, il y a beaucoup de jeux sortis entre 2008 et 2014. Mm-hmm. Et ces jeux-là représentent l'étendue de ma collection aussi. Donc, la plupart des jeux que je possède sortis entre ces époques-là, est-ce que c'est les jeux que j'ai le plus joué? Probablement. Et c'est sûrement pour ça, en fait, qu'ils se retrouvent plus haut dans mon top, parce que je les ai explorés. Oui. J'ai pris le temps d'y jouer plusieurs parties, de vraiment le comprendre, de le jouer. Donc, il y a une espèce d'aspect, 1995, El Grande, c'est un classique, oui, on le sait. Mais quand nous, on jouait à des jeux, il n'y a presque personne qui jouait à El Grande. C'était déjà comme passé, cette tendance, fait qu'on ne l'aura jamais joué. Là, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait jamais le jouer, mais il y a comme des époques, il y a des moments. Si tu n'es pas là à ce moment-là, tu vas savoir que c'est un classique, mais tu y joueras peut-être jamais, t'sais. Oui, je peux bien voir ça, en effet. Par contre, j'avais aussi la réflexion un peu inverse, dans la mesure où un jeu que tu as comme un peu trop joué va peut-être perdre des places à cause de ça. Ah, dans le sens que dans ma liste, c'est aussi beaucoup... J'ai plus envie de jouer à ça que à ça. Mais un jeu que j'ai joué 2 fois, que j'ai vraiment aimé, j'ai peut-être plus envie d'avoir envie d'y jouer que d'un autre que j'ai joué 50 fois, puis que j'aime encore, mais qu'à un moment donné, je suis comme...
je suis passé à Ouais, travers. mais là, il y a l'aspect toujours de nouveauté, d'excitation Aussi, par rapport à ça. Fait que c'est un peu le mélange des deux, dépendamment du jeu et à quel point tu as joué ou tu l'as exploré. T'sais. Mais c'est pour ça que je trouvais intéressant, des fois, quand tu mentionnais ce jeu-là, il est en perte de vitesse ou il est encore en train d'augmenter. Tu sais, on le fera pas pour chaque jeu, mais je pense qu'il y a certains jeux pour lesquels c'est vraiment intéressant de Ouais, tu peux savoir filer si y a où des il s'en va chances. dans la liste. Là. Ouais. Donc ça, c'était le numéro 58 en fait de BGG. Mon numéro 58 est un autre Hunk Game. Alors deux, un à la suite de l'autre. Et on est encore une fois dans le petit jeu de party, de déduction, de traite, le jeu Insiders. Qui est un jeu de devinette de mots, auquel j'ai joué, si je ne me trompe pas, peut-être juste une fois. Peut-être deux, Ah parce ouais. que Okay. mais il est là avec assurance pour moi. C'est quand même un jeu qui pourrait même encore monter si j'avais la chance de le jouer un peu plus. Mais je pense que je l'ai joué plus qu'une fois quand même. Là. Je ne me rappelle pas exactement. Mais encore une fois, toujours un jeu ultra simple avec la belle particularité du trade qui doit deviner le mot. Donc, je ne vous explique pas nécessairement le jeu. Là. C'est un jeu où on va devoir deviner un mot, mais le trade, lui, essaye de pas se faire trouver qui est le traître, mais dans le fond, lui, il connaît déjà le mot. Donc, c'est quand même une belle twist. J'aurais pu l'expliquer rendu là, mais Ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre. non, c'est ça, exactement. Très cool. Ouais. Insiders 2016, On Game. Ça vaut la peine. Je crois que c'est le dernier, le plus haut On Game sur ma liste. Je crois que c'est le plus haut. Donc, on est là en 58e position, Insider. Alors, ma position 58, et c'est le jeu Great Western Trail. Oh! Donc, jeu euro, donc encore jeu euh, qui est sorti en quelle année? Je l'ai plus. Poup, poup. Ça Il y y a est, quelques années. on commence à perdre Ouais, la exact. vitesse. Là. Donc, ben, on en parlait un petit peu tantôt, Alexander Pfister. Je sais jamais comment le dire. Donc, ça, c'est un jeu vraiment intéressant parce qu'il se construit un peu à force de jouer. C'est-à-dire qu'au début, il y a tout un parcours sur lequel on va devoir traverser et avancer dans le jeu dans le but d'aller livrer sa marchandise de bétail au bon territoire. Et au fur et à mesure, dans la partie, il y a des bâtiments qui vont se rajouter sur ce chemin-là. Donc, on va faire des allées, on va retourner au début, on va recommencer le chemin de tour en tour. On va recommencer, refaire le chemin plusieurs fois, du début jusqu'à la fin. Mais le chemin évolue, c'est Mais ça? le chemin va évoluer par rapport aux bâtiments qui vont être ajoutés par les autres joueurs. Donc, ça va rajouter des actions de plus. Donc, c'est vraiment un jeu qui prend de l'ampleur plus tu avances. Et bon, c'est du euro, il y a plein de possibilités. Il y a même vraiment une mécanique centrale qui est le deck building où tu vas construire ta main de bétail, en fait, parce que c'est les cartes que tu piges. C'est ça que tu vas aller vendre au bout de la ligne. Okay. Et c'est ton bétail, mais dans le fond, tu vas vouloir acheter du nouveau bétail qui valent plus cher, que tu vas mettre dans ton deck, que tu vas piger éventuellement, que tu vas pouvoir aller livrer. Donc, c'est comme un deck building, mais tout ça représente ta livraison. Fait que tu veux te débarrasser des bétails qui valent moins pour aller en acheter qui valent plus pour pouvoir faire plus de points. Donc assez heavy là, comme euro, mais un jeu qui vaut la peine d'être exploré à plusieurs reprises. Très bon jeu que j'aime beaucoup. Je pense qu'il est plus haut même sur la liste de BGG encore. Donc ça montre l'intérêt là, pour ce jeu. Donc voilà, ça c'est justement un jeu de 2016, donc Great Western Trail. Numéro 57 sur BGG. On est là avec un gros jeu sorti en 2005, Twilight Imperium. JF, moi je suis encore une fois jamais joué à Twilight Imperium. Je n'ai jamais joué non plus. Oh, mais est-ce que vraiment on va y jouer? Je réalise avec le temps que autant au début on cherchait des gros jeux, autant les gros Forex dans l'espace, c'est de moins en moins notre tasse de thé. À chaque fois, on veut jouer, on veut aimer ça, mais c'est difficile d'aimer ça. C'est difficile d'aimer ça. Bon, ça ne veut pas dire que c'est pas des bons jeux, par contre. Hein? Encore une fois, c'est pour ça qu'ils sont rendus à la 4e édition, puis qu'il y a un fanbase, ce jeu-là. Il y a un fanbase qui est fort. C'est culte, là. Puis c'est culte, exactement. Donc, je pense que pour les joueurs de Forex, des jeux d'espace, de confrontation, c'est un jeu à essayer. Par contre, je suis pas pressé.
Je suis pas pressé. Ça va prendre 6 à 7 heures ta première partie. Je pense que c'est 6 joueurs. C'est comme tu n'as pas le choix de jouer à 6 joueurs, là, dans le sens que c'est vraiment optimal. Puis les bons joueurs de ça, ils vont dire je joue pas si on joue pas à 6 joueurs là, à ce point-là. Fait que ça fait juste des games juste interminables et tout. On n'est pas dans diplomatie, pas, mais on est quand même dans un truc un peu similaire là, où il y a un gros décorum qui vient avec jouer une partie de Twilight Imperium. Là. Ouais, puis il y a beaucoup de règles. Là. On n'est pas dans la diplomatie parce qu'on est vraiment dans un jeu de conquête spatiale avec... Forex à fond la caisse. Mais bon, ça reste encore là. Hein, ça reste assez impressionnant. OK, ben de mon côté, mon numéro 57, et c'est quand même assez bizarre parce que c'est un jeu qui monte à chaque année, qui monte tout le temps un tout petit peu. Et c'est le jeu Seven Wonders. Ah ouais? Et pour moi, Seven Wonders, c'est un jeu que j'ai pas aimé quand il est sorti, mais que j'aime de plus en plus, en fait. À apprécier. À chaque année, puis on dirait qu'à chaque année, j'ai une phase où je joue un peu plus. Des fois, c'est en personne, des fois, c'est en ligne. Mais tu sais, je vais jouer, mettons, pendant un mois, je vais jouer quelques parties. Et à chaque fois, je me dis, oh wow, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien monté. À chaque fois, je suis comme réimpressionné par ce jeu-là. Jeu de draft, 7 joueurs, plein de factions différentes, plein d'extensions, plein de buildings. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans. Là. Je trouve que c'est quelque chose qui continue de se raffiner même avec le temps, avec les nouvelles extensions qui sortent. Là. Ouais, je pense que c'est un jeu que j'ai pas assez joué pour qu'il soit là, mais je vois le potentiel aussi familial, puis facile de le sortir. Même si une première partie reste un peu compliquée là, pour des joueurs plus débutants, mais ça reste pas très compliqué de le sortir. T'sais. Exact. Alors, mon numéro 57, en perte de vitesse, oh même non. si c'est la première fois qu'on fait un top, je peux croire qu'il était plus haut avant, même si... C'est un merveilleux jeu de party. Oh! Et c'est le jeu Mysterium. Oh, Mysterium. Venez faire la fête chez JF. Vous allez jouer à Mysterium. OK, Mysterium. Jeu 1 coop, mais où un joueur va être le fantôme. Il va devoir faire deviner aux autres joueurs qui est le criminel. Donc, on cherche le coupable d'un crime affreux. Dans ce merveilleux jeu, belle boîte. Écoute, c'est un jeu que j'ai quand même joué beaucoup en famille, malgré tout ton sarcasme derrière tes paroles. C'est un jeu qui est... C'est un jeu polonais, je peux pas détester ça. Là. Ben oui, en plus. Donc, c'est un jeu qui est un mélange. Donc, c'était un peu un des premiers jeux qui utilisait le concept de Dixit et l'amener ailleurs un peu. Je pense que maintenant, on est rendu plus loin avec ce concept à la Dixit. Et c'est pour ça que je dis qu'il est peut-être en perte de vitesse, dans le sens que je sais qu'il risque de se faire dépasser bientôt. Là. Dans le fond, tu nous parlais de One Key. Ouais, et c'est un jeu qu'on pourra reparler là, dans un ou deux épisodes, mais qui est pour moi le jeu qui vient, sans nécessairement dire que ça n'existe plus, Mysterium, mais qui vient vraiment de prendre la place de Mysterium là-dedans. Là. Ouais. Puis même à Gen Con, on va voir un jeu qui est très similaire et selon les critiques que j'ai vues, remplace Mysterium aussi. Donc, je pense qu'on va voir de plus en plus de systèmes peut-être un petit peu plus simples parce que ça reste que le problème de Mysterium, c'est sa lourdeur du système. Là, d'avoir des doublons de cartes et tout ça. Je pense que maintenant, il y a des jeux qui ont trouvé des façons plus efficaces de le faire. Ça restait un beau système intéressant à l'époque, puis ça l'est encore, puis c'est encore un jeu qui est superbe à jouer, mais c'est ça. Bon, je peux croire qu'éventuellement, il va peut-être descendre encore plus. Là. Ouais, mais pour moi, Mysterium, en fait, malheureusement, la plus grande faiblesse, c'est le nombre de joueurs. Jouer à Mysterium à 3 joueurs, c'est quand même assez le fun. Quand tu es rendu à 5, 6, ça commence à être plus long, en fait. C'est aussi ça que j'ai remarqué. Ouais, tu trouves, hein? C'est pour ça que pour un jeu de party... Joyeux anniversaire. Numéro 56. Et sur BGG, en 56e position, nous avons le jeu de l'heure Rising Sun. Qui n'est pas un jeu auquel j'ai joué, qui n'est pas non plus un jeu qui m'attire. Moi, je trouve que ça, c'est les jeux qui rentrent parfaitement dans le problème de hyper-hype. Après ça, c'est peut-être un très bon jeu, mais je sais pas. Je sais pas quoi en penser. JF, toi, t'en penses quoi? Je vais rien dire. OK. Non, j'ai pas du tout aimé Rising Sun.
Non. Par rapport à Blood Rage, je parle un peu de Blood Rage aussi. Malgré qu'il y a peut-être quelques petites problématiques, je trouve que l'ergonomie est vraiment mieux faite. Puis c'est vraiment plus facilement jouable, plus intéressant aussi que Rising Sun, qui, on dirait, a pris les bonnes idées de Blood Rage puis les a enlevées. Donc, je sais pas trop. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là, mais bon, gros Kickstarter à 200$. Tout le monde qui ont acheté ça, le rate 10, là, c'est sûr. Ah, puis ça, il y a un problème avec les jeux qui coûtent cher sur Kickstarter. Ils ont des ratings surévalués parce que personne va dire « Ah oui, ça coûtait 200$, c'était vraiment pas bon. » Ils vont jouer une fois, ils vont Non, le mais rater. c'est des blagues, là. Ce que je dis, je sais qu'il y a GF. comme beaucoup de monde qui ont joué et qui l'ont raté et qui l'aiment, mais pour moi, ça dépasse pas Blood Rage. Ça dépasse pas Blood Rage. Ouais, c'est bon. Moi, pour de vrai, je fais juste écouter ça. Là. J'ai pas joué, donc je me fie absolument à GF pour mon hate de Blood Rage. De mon côté, 56, je vous disais, on était dans les euros aussi. C'était un peu, on commençait à voir les euros. On a vu, tu sais, Seven Wonders tantôt, qui est un espèce de jeu français pas pré-euro, mais jeu français qui s'approche un peu de ça. Mais là, on est dans le Friedman Freeze, le vrai allemand sec, Power Grid Factory Manager. Un jeu où on construit des boîtes et des tablettes et on essaie d'optimiser notre production dans une usine. C'est un vrai chef-d'œuvre de l'euro. Friedman Freeze en plein contrôle en fait de ses moyens. Un jeu d'enchères avec une particularité vraiment unique, très serré où on va vouloir vraiment optimiser les choses. Malgré le tout, on sent la thématique, c'est bien amené. Friedman Freeze, en fait, GF, toi, je sais que sûrement que tu vas vouloir nous en reparler un peu plus tard. Je ne sais pas s'il est encore dans ta liste. Bien sûr qu'il est encore dans ma liste. Alors, de mon côté, numéro 56. C'est bien ça? Oui, 56. Alors, c'est le jeu World's Fair 1893. Oh, Chicago! C'est un beau petit jeu de majorité, écoute, avec une thématique de fête internationale. Là. Donc, c'est quoi? De foire universelle. Oui, c'est ça, exact. L'exposition universelle. Thématique tellement originale, tellement le fun. C'est un jeu écoute, de majorité. J'ai pas joué beaucoup, honnêtement, mais je savais qu'elle allait être là parce que c'est vraiment un genre de jeu que je veux jouer. Okay. Je sais que tu l'as. Je sais que tu l'as amené chez nous à quelques reprises. Ça n'a pas donné. Parce qu'on avait des plus gros jeux à jouer. Toujours des plus gros jeux. Mais, toujours des plus gros jeux. Mais World's Fair, c'est clairement dans mes jeux préférés des dernières années là, que j'ai essayé, là, même s'il est sorti en 2016, je pense que ça a pris peut-être 1 an ou 2 avant qu'il sorte en français ou qu'il soit disponible au Québec. Donc, vraiment un beau jeu assez intéressant, c'est World's Fair. Oui, très bon choix. En fait, il n'est pas dans ma liste. J'ai pas osé le mettre parce que mon nombre de parties n'est pas très élevé, mais pour moi, c'est un jeu qui est excellent. Là. En fait, j'ai juste le goût de l'explorer un peu plus. Numéro 55. Et en 55e position sur BGG, on retrouve un jeu dont on a parlé un petit peu plus tôt, Five Tribes de Bruno Catala. Donc, ça aussi, c'est un jeu très difficile à décrire. Là. C'est une espèce d'énergumène euro avec des meeples partout qui se déplacent et qui font plein d'actions différentes. Mais je suis content de voir qu'il est là. Un beau jeu français là, qui, je trouve, démontre bien l'expertise que Catala peut avoir en matière de jeu. Là. C'est un intemporel. Là. Absolument. Un classique. Quand même 2014 et il est là, 55e position. Je pense que c'est très solide. De mon côté, en 55e position, le jeu narratif, le jeu d'histoire Sherlock Holmes, détective conseil. Oh oui! Donc, gros jeu d'enquête, gros jeu de lecture, un co-op d'enquête, de déduction. On le sait, on en a parlé vraiment souvent. Beaucoup, un genre de livre dont vous êtes le héros. Tu peux aller à plein d'endroits. Tu as un bottin téléphonique. Tu as des anciens articles de journaux. Tu te déplaces. Tu vas interroger des gens. Tu n'as pas d'ordre de tour. Tu n'as pas de fin, de début. Tu commences quand tu veux. Tu arrêtes quand tu veux. Tu explores vraiment l'univers. Et ce jeu-là, c'est comme tu ouvres la boîte et tu te retrouves plongé là, à Londres à travailler avec Sherlock Holmes et à essayer de trouver, résoudre l'énigme. Oui, ben écoute,
On va s'en reparler tantôt. Ouais, ben, ouais, ça c'est un jeu qu'on a parlé pas mal souvent. Ouais. Mon numéro 55, c'est un jeu qu'on n'a pas parlé tellement souvent, sorti en 2014, et c'est le jeu Deus. Deus! Donc, jeu de territoire, d'une certaine façon, de civilisation, où nous allons peupler le territoire, le plateau. Et à noter que le plateau, ce sont des tuiles hexagonales, mais Ronde. rondes. Donc, ils ont déjà rarement vu ça, mais on sent la fluidité là, à cause que c'est pas des hexagones formellement, mais comme des espèces de gouttes d'eau, on dirait. Oui. Donc, ils font le plateau avec différents types de territoires différents. Notre but, ça va être évidemment de peupler ce territoire-là dans le but de ramasser des points de l'argent. Mais une des particularités, c'est qu'il y a plusieurs types de bâtiments. Ce qui est le fun, c'est qu'en plus, sur le plateau, ben, on va placer des ports, on va placer là, je ne me rappelle plus des types de bâtiments, mais une place pour les militaires, Un une place pour, temple. on va avoir des bateaux, on va avoir des temples. Donc, je pense qu'il y a 6 types de bâtiments différents, donc des petites figurines que tu vas pouvoir placer sur le plateau. Et chaque tuile, donc chaque hexagone, peut recueillir un bâtiment de chaque type. Okay? Et ton but, ça va être de faire des points de victoire. Et comment tu vas faire ça? C'est qu'à chaque tour, tu vas jouer une carte. Et la carte que tu vas jouer, ça va être une carte de un de ces 5 types de bâtiments-là. Et quand tu vas jouer la carte, tu vas pouvoir construire ce bâtiment. Donc, j'ai construit un bâtiment, un bateau. Ben, je paye le coût que ça me coûte. Je le mets, mon bateau, en jeu. Et ensuite, sur chacune des cartes, en bas de la carte, il y a un effet. Et je vais pouvoir faire l'effet de la carte. Mais je ne fais pas juste l'effet de la carte, je fais l'effet de toutes les cartes bateaux que j'ai jouées dans cette game. Donc, si c'est la 4e carte bateau que je joue, ben, je fais les 3 autres effets dans l'ordre qui ont été joués plus pour finir la dernière carte que j'ai jouée. Donc, c'est aussi vraiment un engin économique que tu construis. Tu vas vouloir justement placer des cartes, disons que ça te dit gagner 1 point de victoire par forêt que vous occupez. Ben, cette carte-là, tu vas peut-être la placer au début quand tu as un territoire, mais quand tu en as 3 territoires avec des forêts, tu vas vouloir jouer un autre bâtiment similaire pour que cette carte-là se refasse effet, et ainsi de suite. Donc, c'est tout dans comment tu vas builder un peu. C'est un peu ta machine qui va te dire comment tu vas faire des points de victoire. Fait que c'est un peu les cartes que tu vas utiliser. Donc, en gros, c'est ça. Moi, c'est un jeu que je trouve vraiment clean. Jeu de civilisation, on n'est pas dans un côté thématique civilisation, là, dans le sens qu'on a quand même le côté visuel, plateau, qui évolue, mais on n'est pas dans un jeu là, à la civilisation où tu sens les époques évoluer. On est plus en train de construire vraiment une ville puis un territoire dans une époque donnée. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui est vraiment, vraiment clean, vraiment bien fait. C'est Deus. Ben, en fait, je suis content que tu aies mis ça, JF. Je m'attendais pas à ce que tu le mettes dans ton top 100. Je dois avouer que moi, je l'ai pas mal plus haut. Ah ouais, j'ai nice. pas, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup exploré, mais j'ai joué quand même une douzaine de parties. Ce qui est quand même beaucoup là, pour Ouais. un jeu. Un de mes amis l'avait et on a joué quelques parties consécutives. On a eu une petite phase où on jouait à Deus. Donc j'aime bien ça. J'ai hâte d'en reparler un petit peu là, Yes. tout à l'heure. Tout à l'heure, ouais. Dans quelques épisodes, disons. Numéro 54. Et du côté de BGG, en 54e position, on a le Worker Placement Lords of Waterdeep. J'ai pas l'impression que c'est le genre de jeu qu'on va reparler. Comment ça? Tu vas en reparler, toi, JF? Peut-être. OK. Ben, dans ce cas-là, on va laisser ça de côté. On va laisser ça de côté, puis on aura un petit débat là-dessus, parce que là, on est presque rendu à top 50. Lord of Waterdeep dans le top 50 de GF, ça va être un méchant choc. De mon côté, numéro... Tu l'aimes vraiment pas, ce jeu-là. À chaque fois que j'en parle, là, c'est comme... T'es outré. Non, on en parlera, mais c'est juste, je pense pas que c'est terrible, là, mais là, on y reviendra. De mon côté, numéro 54, un classique dont on a maintes fois parlé. Il s'agit du jeu Codename de Vlados Fatil. Oui, il y avait Shadow of Amsterdam, Dixit, tout ça un tout petit peu avant. Non, pas Dixit, excusez-moi, mais Shadow of Amsterdam et d'autres jeux du genre. Codename reste quand même là, un genre de chef-d'œuvre dans la catégorie des jeux de party. J'aurais pu mettre Codename Duet aussi, le Codename à 2 joueurs que j'aime beaucoup. Là. Ouais, ben je comprends. Honnêtement, je ne l'ai pas joué assez. Je sais que c'est un bon jeu, je sais qu'il est solide, mais moi, il n'a pas sorti assez souvent, puis je n'ai pas joué assez souvent pour qu'il fasse partie de mon top. Mais je comprends.
Je comprends. T'as le droit. C'est quoi? 54? 54. Ah oui, 54. Hey, mon 54, ça me surprend parce qu'il est comme plus haut que toi. Et c'est Pursuit of Happiness. Ah, ouais! Peut-être par mon désir, justement, de jouer de rejouer, plus. ouais, OK. Ouais, parce que pas fait beaucoup de parties, 2 ou 3, là, si je me trompe pas. Et, Mais la thématique, ça t'avait touché, hein? C'est tellement bon, là. Mhm. C'est vraiment comme ce que tu aurais voulu que soit Destin, un peu, Ouais. là. Dans le sens que si tu veux un jeu où tu fais une vie là, fictive, puis il se passe des shit, ben c'est ça le jeu. Ouais, là. tu peux collectionner des vieilles voitures, mais tu peux être un champion de tennis, tu peux avoir un journal J'ai étudiant. créé un jeu de société, j'ai gagné le Spiel. Je suis comme, OK, ce jeu-là est Nice. magnifique. C'est comme, non, ben c'est ça, il y a tellement d'options, tellement de possibilités. Jouer sur le fait, tu sais, tu disais, tu peux vivre plus vieux. Si tu vis plus vieux, c'est parce que tu fais littéralement un tour ou 2 de plus que les autres. Là. Ouais, C'est tu joues vraiment plus genre, longtemps. OK, là. moi je suis mort, ben je suis mort. Pas toi, OK, ben t'as un autre tour. Genre. Ouais, fait que ça vaut la peine Fait que des ça fois. vaut quand même la peine de donner des tours de plus. Tu sais. Ben après ça, t'es plus limité. Si je Mais me plus trompe tu vieillis, moins tu as d'actions Ouais, aussi. Là, tu c'est pars ça. des actions en vieillissant. Fait, il y a toute la thématique, elle est. Tu sais, on l'a dit, c'est un Tellement worker bonne, là. placement vraiment basique, mais Ouais. la thématique est tellement bien cadrée que ça l'influence les mécaniques. Oui, c'est ça, exact. La flavor est là, tu la sens, tu as envie d'être ce personnage-là ou pas si ça va mal, mais c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment bien fait comme système. C'est un peu massif au début, mais tu le catches assez vite, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais après, quand... Ouais, mais Quand c'est comme tellement logique, Ouais, vu c'est que ça. la thématique est Exact. tellement. On peut. Tu sais, c'est comme jouer à The Sims, là, tu comprends rapidement Ouais. qu'est-ce qui se passe. Claude Ayerdi utilisait le terme grokkable. Donc, on peut comme prendre en bloc et comprendre facilement parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est la vie. Tu sais, c'est vraiment comme. C'est excitant. Intuitif. Oh, ouais. Pursuit of Happiness. Oui, effectivement. Ben, je suis content que tu aies mis ça même plus haut que moi. Ça m'étonne, mais ça me donne envie de jouer. Ouais, là. Tu sais, ça j'aurais me le goût donne- d'aller faire une partie Ouais. maintenant. Là. Numéro 52. 52, en fait, et là, on parlait de worker placement. Numéro 52, c'est considéré, c'est pas exactement 53. le. Désolé, 53. 53, on est rendu, excusez-moi. Numéro 53. Il s'agit en fait sur BGG de Field of Arl, qui est un jeu de Yohei Rosenberg que je ne connais pas du tout en fait. Pourtant, presque le top 50 sur BGG. Tellement de jeux de Rosenberg qui sont là. Un genre de jeu d'agriculture et d'élevage C'est d'animaux en un fait. ou deux joueurs. Déjà, Ah, c'est un ou deux joueurs, un ok. peu particulier. Ok. Mais ça reste un jeu très massif là, à la Agricola. si Ouais, on fait que c'est veut, un là. deux joueurs Mais c'est principalement. un deux Ouais. joueurs, ouais, exact. Oh wow, ok. Ben c'est ça, c'est toujours à découvrir. En fait, là, je vois je l'ai vu quand même quelques fois malgré tout. Là, c'est pas le jeu le plus obscur, mais j'ai jamais eu la chance d'y jouer. De mon côté, en 53e position, un jeu dont on a parlé tantôt qui est New York Chase. Oh! Et New York Chase, c'est un jeu qui, pour moi, date de très longtemps. En fait, c'est probablement un des premiers jeux auxquels j'ai joué beaucoup juste après, mettons, ma jeunesse. Ouais. On a eu une phase à une certaine époque entre amis où on avait peut-être 18 ans et on voulait jouer à des jeux de société, mais on connaissait aucunement les jeux de société et on jouait à Monopoly. On jouait à New York Chase, en fait. Mm. On jouait à New York Chase. Il y avait une fille qui avait ça chez elle. On allait au Tim Hortons la nuit pour jouer à New York Chase. Et on a joué beaucoup de parties. Plus tard, je l'ai re-eu, ce jeu-là, et j'ai continué à jouer toujours. Un jeu un contre tous, un jeu de déduction ou de fuite, là, tout dépendant vous jouez quel rôle, qui fonctionne très bien, très simple. Ravensburger, tu sais, c'est jeu famille, mais juste bien réussi. Là. C'est ça, New York Chase. On a parlé J'ai souvent. d'ailleurs plus joué à New York Chase qu'à Scotland Yard. Scotland Parce Yard, que- j'ai joué une ou deux parties, mais je pense qu'ici, c'était vraiment plus New York Chase Plus qui New York était Chase, sur, ouais, sur les probablement. tablettes là, et tout Exact. C'est ça, moi aussi, c'est comme ça que je l'ai connu à la base, pour apprendre plus tard que c'était Scotland Yard, mais probablement qu'en Europe, ils distribuaient Scotland Yard et en Amérique plus New York Chase, forcément, vu que c'est la ville de New York. Là. Exactement, donc très cool. Hein? Puis quand tu joues l'agent, tu as une petite casquette en carton qui vient avec ça, puis tu peux cacher qu'est-ce que tu écris à cause que tu as une casquette. Les gens ne voient pas où tu regardes sur la carte.
Ça, c'est comme juste des petits Non, détails puis qui c'est tellement font... excitant, puis c'est tellement comme angoissant, puis d'entendre toutes les réflexions des joueurs. T'es comme. Puis là, t'es de comme, faire tu te ça. sauves, mais tu peux Puis là, des pas. fois, juste dans la réflexion, tu sais si t'as fait le bon move ou pas. Genre, t'es comme, si. J'ai fait ça pour les fourrer, mais finalement, c'est exactement ça Qui se passe, ouais, Ouais, c'est ça, exact. Fait que là, t'es comme, puis t'entends tout ce qu'ils pensent. Non, c'est vraiment, ça crée une tension vraiment excitante. Là. Puis pour un jeu qui est quand même long, mais au final, c'est un genre de 40 minutes, là, donc ça passe assez vite là, aussi. Là. Donc tu peux jouer 2-3 parties de suite. Là. Mon numéro 53, un jeu rare, déjà, sorti en Oh! 2017. Oh! C'est le jeu ReWorld. ReWorld! Quel bon choix, JF! Quel bon Un choix! jeu du duo Kramer et Kessling, un jeu dans l'espace où on va deux phases, un jeu en deux phases, ça c'est tellement le fun. C'est tellement rare des jeux comme ça. Là, Ouais, où des jeux où il y a vraiment il y a deux phases, phases. mais Là. tu reviens pas à la première après la deuxième. Là. Après la Ah. deuxième, c'est fini. Là. Tu comptes Tu les fais points, une là. chose, tu fais tout ça pendant 30 minutes. Pendant 30 minutes, tu fais une autre affaire complètement. Complètement. Donc, la première phase, ben, c'est d'alimenter son vaisseau en module dans le but d'aller coloniser une autre planète. Donc, on va aller, il y a une mécanique assez particulière de choix qui va nous permettre, pendant justement toute la première partie de la partie, d'aller chercher des modules qui vont te permettre de créer des villes, créer différents bâtiments que ta ville a besoin, bon, et des trucs pour te faire des points de victoire que tu vas placer sur ton vaisseau, mais aussi l'emplacement sur ton vaisseau, à quel moment tu le mets est super important, parce qu'évidemment, tu vas placer tes vaisseaux à la gauche de ton vaisseau, et le premier que tu places, il y a comme, disons, 5 rangées. Et le premier que tu places dans la rangée 1, ben, c'est le premier. Si tu en mets un deuxième dans la rangée 2, ben, le deuxième va devoir être évacué avant le premier. Donc, il y a toute cette question de timing qu'il faut que tu calcules que ma ville, que j'ai besoin qu'elle soit là avant de placer tout autre bâtiment, ben, j'aime mieux que ce soit une des derniers modules que je mets comme ça. Quand j'arrive, C'est tellement c'est le premier cool, que ce je sors. jeu-là! Donc, petit twist, marche super bien, belle thématique. Écoute, moi, c'est un coup de cœur dès la première partie. Ça marche tellement bien. Dommage qu'il n'ait pas eu une plus grande renommée, disons, mais ReWorld, moi c'était incontournable dans mon top 100. ReWorld. Oui, remercions tous en cœur PPP7, qui est probablement la raison pour laquelle on a une copie de ce jeu-là au Québec. Donc, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de copies de ce jeu-là. Il y en a une dans la collection du Randolph, si vous voulez l'essayer. Ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai un amour pour ce jeu-là et on va y revenir plus tard. Oh oui! On va y revenir Nice. plus tard. Numéro 52. Et c'est ça que je disais tantôt. On parlait de worker placement. Le prochain jeu sur BGG, là, le 52e jeu, est probablement un des premiers worker placement. Bon, après, on n'est pas là pour faire l'histoire du jeu aujourd'hui. Là, c'est un peu trop complexe, mais c'est un des premiers worker placement. Gagner l'As d'or, gagner le Spiel, le jeu avancé. C'est le jeu Kailus. Donc, c'est ça, hein, c'est un classique, même si maintenant, c'est plus un jeu dont on parle beaucoup. C'est pas un jeu dont j'ai vraiment entendu parler là, dans les derniers temps. Non, mais tu sais qui en parle beaucoup? Ceux qui jouaient à des board games quand il est sorti. Oui, En exactement. fait, c'est juste c'est ça, ceux qui ont joué quand il est sorti qui en parle. qui en parlent. Parce que ça a eu un impact quand c'est Oui, sorti. Là. exact. Ça a changé les choses. Exact. Là, Puis j'en entends beaucoup parler parce que j'ai beaucoup de gens comme ça dans mon entourage. qui ont commencé à jouer Ouais, au moment où exact. Kailus Fait était que là. Kailus, pour eux, c'est the top worker placement. C'est comme le truc que personne connaît, mais que c'est tous des vraiment incultes à cause solide. de ça. Genre, puis comme, presque comme un objet de mépris, genre, Si envers t'as pas joué... la populace inculte envers des jeux. Là. C'est un peu l'exemple de ça. Mais Kailus, moi, j'ai pas joué beaucoup. Donc, non, il ne fait pas partie de mon top, malheureusement. Mais c'est un jeu qui, probablement, il ferait partie si j'avais joué plus ou j'avais plus d'expérience avec ce jeu. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup de souvenirs puis je suis pas comme super excité. Oui, mais comme tu disais, hein, les jeux emblématiques, puis ça me raffermit encore plus l'idée Cette là, idée-là, que ouais. les jeux, ils sortent. Toi, tu es actif à une certaine époque. Tu peux être actif pendant 25 ans là, dans le monde du jeu, mais c'est cette période-là qui va t'avoir marqué. Après ça, il y a quelques exceptions que tu vas aller puiser à gauche, à droite, qui font partie de d'autres époques et qui vont façonner ton univers ludique, mais j'ai l'impression qu'il y a comme certains degrés là, de... Et là, peut-être que ça va être encore plus marqué avec le nombre de jeux qui sortent chaque année. Le nombre de jeux qui sortent chaque année fait que les gamers, les joueurs et les joueuses se nichent, deviennent de plus en plus des joueurs et joueuses de niche. Ça veut dire que
on peut plus jouer à tous les jeux, on peut jouer à ce type de jeu-là. Et je deviens spécialiste dans ce type de jeu-là parce que les autres jeux, il y en a trop. Je peux pas tous les jouer, je ne peux pas tous les explorer. Comme on disait, hein, jouez-les tous. Poké Game. Numéro 52, de mon côté, c'est le jeu Dixit, un jeu qui se passe d'introduction, en fait, qui a littéralement révolutionné le monde du jeu. Et vous savez en quelle année c'est sorti? 2008. 2008 est une année très, très importante pour le jeu. Rappelez-vous de ça, regardez-là encore, 2008. C'est un chiffre qui revient constamment. Il y a des légendes en 2008. C'est une année légendaire pour le jeu. Dixit, sorti en 2008. Ça continue de faire des petits. Il y a des extensions, il y a des spin-offs. On va parler d'ailleurs de jeux à la Dixit pour des jeux qui sont même très loin de Dixit. Mais juste à cause que ça a tellement traversé l'imaginaire. Je me rappelle, dans le temps, Dixit, c'était au début là, où nous, on commençait vraiment à aimer les jeux. Et tous les gens à qui je faisais essayer Dixit, qui n'étaient pas dans l'univers du jeu, capotaient, allaient l'acheter, étaient émerveillés face à ça. Donc, c'est vraiment quelque chose là, qui a traversé de l'autre côté du hobby. Là. Oui, absolument. C'est comme tu dis, puis comme je le disais tantôt, c'est un jeu qui ça a pris du temps avant que d'autres jeux s'en inspirent, on dirait. Oui. Parce que depuis 2008 quand même, et là j'ai l'impression que maintenant on commence là, à aller voir ces jeux qui ont réussi à s'inspirer un peu de l'essence ou de l'idée d'Exit et arrivent à nous montrer quelque chose de nouveau et de frais. Là. Donc, grand classique, n'est pas dans mon top malheureusement. Pour ne pas pour de vrai, avoir. ok. Moi, Mysterium l'a remplacé. Ah, c'est ouais, comme ouais. si j'avais pas eu Mysterium, peut-être que ça aurait été Dixit, j'aurais amené puis j'aurais fait jouer, mais dans ce cas-ci, pas assez pour qu'il fasse partie de mon top. Alors, pour moi, le numéro 52, et c'est le Spiel de 2018, et c'est le jeu Azul. Oh! Donc, Azul, jeu de Michael Kessling, encore une fois, un jeu de stratégie abstrait où nous allons devoir construire, faire des mosaïques de pierres, disons, et donc, c'est un jeu abstrait et très, très beau au niveau du matériel, vraiment intéressant. J'aime beaucoup les pierres, comment ils sont faits, la lourdeur de ces pierres-là. Et c'est un jeu simple et on s'en rend presque pas compte que c'est un jeu de stratégie abstrait, d'une certaine façon. Et ça va un peu dans la limite de ce que tu disais tantôt, à quel point les jeux de stratégie abstrait ont commencé à vouloir avoir un bel emballage, à être thématique. Lui, on sent pas, il n'y a pas nécessairement de thématique. La thématique, c'est faire des. Je pense que c'est quoi en Des céramiques. Des céramiques, ouais, c'est ça. Donc la thématique. Tu la sens pas, mais le jeu est beau, puis tu te dis pas que c'est un jeu noir et blanc de stratégie abstrait. Là. Non, c'est ça. Puis t'as pas le feeling, alors qu'au bout du compte, tu essaies d'optimiser, de placer tes tuiles au bon endroit pour optimiser tes points. Puis c'est un peu ça, même si c'est du multiplayer. Donc, moi, c'est un jeu quand même que j'apprécie beaucoup. Je joue quelques reprises et le fait qu'il soit aussi beau aussi donne vraiment envie d'y jouer. Très simple à expliquer aussi, même s'il est un peu abstrait, mais sa mécanique est assez clever, assez originale, puis il y a une petite mécanique de draft qui fait en sorte qu'il y a quand même de la bonne interaction entre les joueurs, même si ça reste euro-ish plus abstrait. Il y a quand même cette interaction de tu veux voir ce que les autres font, puis vers quoi ils vont, puis essayer de prendre optimiser tes choix là, au marché. Donc, ça, c'est le jeu Azul. Oh, et nous sommes à la fin de l'épisode 5 déjà. Là, comme vous pouvez vous en douter, les épisodes vont peut-être être, au lieu d'être 1h20, vont peut-être être plus 55 minutes, 1 heure. On n'a plus vraiment de sujet d'actualité à parler. Là, au début, on pouvait calculer un peu plus. Là, ça va être, on va peut-être prendre un peu moins de temps dans les débuts d'épisodes. Et surtout, il y a beaucoup de jeux dont on a déjà parlé parce que là, on commence à faire du chevauchement. On ne sait pas, peut-être que le dernier épisode va durer 5 minutes. Ça, c'est à suivre. JF croit que non, mais bon, ça sera à voir. Peut-être que ça va être le moment où on va voir les plus gros dilemmes aussi. Et donc, le dernier jeu, numéro 51, on approche du top 50, la crème de la crème, les 50 jeux favoris de balado ludique. Mais avant tout, le numéro 51 sur BGG, Dominant Species. Je pense pas qu'on va en parler trop maintenant parce que sûrement qu'on va en reparler beaucoup plus tard. Un jeu de GMT, Chad Jensen, ça sera à revenir un peu plus tard.
De mon côté, le numéro 51 est tout simplement le meilleur jeu de course de vélo. Il s'agit du jeu Flamme Rouge. Oh, yes! J'adore les jeux de course comme GF, les jeux de sport aussi lorsqu'ils sont bien exécutés. Je suis un fan des jeux de gestion sportive et Flamme Rouge, pour moi, rentre parfaitement à cet endroit-là. Pour moi, la seule chose qui manque dans Flamme Rouge, en fait, c'est plus de joueurs qui veulent passer des journées complètes à jouer des tournois de Flamme Rouge. C'est vraiment ça qui me manque pour... Vraiment la Formule D. Pour que ce jeu-là monte dans mon classement, la seule chose que ça prend, c'est des bonnes séances de jeu, en fait. Parce qu'à chaque fois que je joue, je m'amuse. À chaque fois, tu sais, justement, là, j'ai vu l'extension où tu peux jouer jusqu'à plus de joueurs, faire des pistes qui sont un peu plus différentes. Moi, j'achète à 100%. À la limite, une des seules choses là-dedans qui pourrait peut-être être un petit peu plus cool, c'est de pouvoir bâtir ses coureurs au fil d'un championnat. Parce que là, ils sont pareils chaque fois. Ça reste que gros jeu un peu de mind game aussi avec tes adversaires, à savoir à quel moment tu vas jouer, à quel moment tu vas partir en peloton, à quel moment tu vas quitter le peloton. Ouais, c'est vrai. Les jeux de peloton, en fait, les jeux de course en général sont des jeux de peloton et je trouve que Flamme Rouge est celui qui crée vraiment bien l'aspect de peloton. Ouais. Au début de la partie, 2 coureurs dans des équipes différentes pourraient se détacher et gagner les deux ensemble, finir les deux ensemble s'ils jouent ensemble, même s'ils sont contre. Et là, il y a tout un peu l'aspect de conservation d'énergie, aspiration. En fait, il y a beaucoup de choses dans un jeu très simple. Flamme Rouge, je pense que c'est un jeu que je suis vraiment content d'avoir. Comme je vous le dis, une des seules choses qui manque, c'est plus de parties de mon côté pour que ça continue de monter. Oui, tu as bien résumé la gestion du peloton. En plus avec l'aspiration qui représente tellement bien le vélo. Non, bien, bien exécuté, je suis d'accord. Bon choix, bon choix. Et de mon côté, le dernier jeu de la liste, numéro 51, c'est le jeu Arkham Horror de Card Game. Donc, Arkham Horror de Card Game, je sais que tu as eu une expérience difficile et c'est pour ça qu'on y a joué en français. Malgré tout, quand même difficile. Malgré tout, une chance. J'étais bien content de l'avoir acheté en français, d'avoir attendu pour ça parce que c'est pas facile à comprendre au début. Puis les mécaniques sont assez... pas innovatrice, mais il y a quand même quelque chose d'assez particulier dans ça. C'est vraiment un jeu de cartes que tu vas avancer à travers les scénarios. Donc, c'est vraiment très storytelling, très scénarisé comme jeu. Il y a un petit côté de si on peut faire ça ou on peut faire ça, ça va nous dévoiler tel élément, tel élément. Et il y a un petit côté de personnalisation de deck. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque partie, tu vas pouvoir acheter de nouvelles cartes, personnaliser un petit peu ton deck. Mais grosso modo, ton deck il est comme ça pour la partie. Là, il ne va pas se modifier. Dans ton deck, tu vas avoir plein de cartes donc, de combat ou pour trouver des indices. Donc, ça va être généralement d'aller trouver des indices dans des lieux. Donc, on est vraiment dans cette ambiance Arkham Horror. On va se déplacer de lieu en lieu. Il y a des endroits où il va y avoir des monstres qui vont popper. On va devoir soit s'enfuir ou soit les buter. Mais je trouve que c'est un jeu qui est vraiment intéressant au niveau de son système et j'ai hâte de pouvoir essayer d'autres scénarios. J'ai fait le premier donc au complet, puis c'était vraiment le fun. Puis il faut que je garde le rythme de continuer à jouer au moment où tu es encore à l'aise avec les règles. Ouais. Parce que comme toutes les Arkham, c'est tout le temps un peu trop compliqué. Là. Mais quand tu es dedans, c'est pas compliqué. Ça va, c'est simple. Tout cet univers-là, tu la sens vraiment bien. Puis même si c'est pas un univers que je suis un gros fan, là, Toulousesque et tout, je trouve que le feeling donné dans ce jeu-là, il est très fort et très représentatif de la thématique. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. C'est Arkham Horror, le jeu de cartes. Je suis vraiment content qu'il ne soit pas dans ton top 50. Qu'il soit à la lisière là, du top. Ouais, c'est ça. En même temps, ce jeu-là, comme tu le décris, là, il y a tout pour être bon. En plus, moi, je suis un fan de jeux de cartes. Je suis un fan de jeux avec des histoires. Je suis pas un fan fini, mais j'aime beaucoup l'univers Lovecraftien. Pourtant, ce jeu-là, il tombait à plat, en fait. Je le sentais, l'histoire était artificielle, le système de cartes était lourd, tu n'avais pas vraiment l'impression que ton personnage y évoluait.
je voulais aimer ça. Je voulais aimer ça. Après ça, je me dis, c'est vrai que tu joues avec les mêmes personnes. Souvent, tu fais beaucoup d'aventures. Tu es vraiment rendu à l'aise avec le système. Tu arrives à te convaincre là, que tu te calisses pas de l'histoire. Oui, ça va être plaisant. Malheureusement, peut-être que j'avais trop d'attentes pour ce jeu-là. J'espérais vraiment que ce soit un chef-d'œuvre. C'est tombé un peu à plat pour moi. Ouais, ben ouais, je peux comprendre, puis je te dirais que la lourdeur mécanique, des fois, jouait un peu sur le plaisir, puis sur l'ambiance, puis la thématique. Mais comme je dis, je trouve que plus on jouait, plus ça s'améliorait. Là, oui, ben c'est ça, exact. Il y a l'air d'avoir ce côté d'amélioration des connaissances des règles qui se fait. Ouais, c'est ça. JF, en fait, on est à la moitié. Maintenant, on vient de se claquer le top 50. Ben, en fait, le premier top 50. On continue la semaine prochaine pour nous dans quelques minutes avec la suite. Et encore une fois, on va découvrir là, des nouvelles tendances, des nouveaux pans de notre top 100. On remercie Jeux.ca, notre diffuseur. On remercie Le Fil Studio pour l'équipement qui nous permet d'enregistrer ce podcast. On remercie JF d'être là depuis 11h ce matin et d'enregistrer frénétiquement. Puis tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Ciao!